1 million d'euros quand t'as rien dans ta vie, que tu vas galère avec ta mère pour trouver à bouffer. Enfin, il y avait un truc on réalisait pas, quoi. J'ai vu la régie, les gars. Je sais que ça sert à rien, mais... Bon, salut. Ça va, mon petit Mozi? Ça va. Je peux t'appeler Mozi? Ouais, bon. Mon petit Mozi direct. Ouais. Ça va, les gars. Je suis content d'être avec vous. Ouais, bah, on est content que tu sois là. Content de te recevoir. Merci beaucoup. Chez toi? On est à Paris. On est à Paris. Mon vrai chez moi, il est en Suisse, mais disons que je partage mon cœur en deux et ouais. Pas mal Paris. De quel côté en Suisse? À côté de Lucerne, sur une montagne qui s'appelle le Regikraltbad. Bah écoute. Ouais, c'est un peu. Je me suis trouvé les deux équilibres parfaits entre Paris, où il y a la folie du studio, des sessions et des départs pour partir en tournée, et à côté où on est 72 habitants dans mon village, un peu du père. Ouais, le calme absolu. T'es proche de nature comme ça? T'aimes ce côté? Ouais, franchement, j'ai besoin. Ouais. J'ai besoin parce qu'on est tout le temps dans les transports, on est tout le temps en tournée, on est tout le temps sollicité, même en termes d'énergie ou de créativité. Quand je travaille pas sur mon projet, je travaille pour d'autres artistes. Donc, si tu veux, tu dois toujours proposer quelque chose. Alors qu'en Suisse, à part mon père qui m'engueule pour finir de couper le bois, je suis chill, quoi. Bon, nickel. Bon, si on devait te présenter peut-être aux personnes qui te connaissent pas, comment Moziman présenterait Moziman? Bah, c'est une bonne question. Je fais de la musique électronique. Ouais. Je suis DJ, producteur. Et à côté de ça, j'aime composer pour plein de styles très différents. Ça va de la variété française que j'adore, au rap, à la pop en général. Ouais. Et tu sais que on dit souvent que les artistes sont les plus mauvais vendeurs d'eux-mêmes, quoi. Je crois que la meilleure des présentations, ce serait un truc du genre à la Guiraud, quoi. Genre, la réponse est sur le terrain. Venez voir ce que je fais, quoi. Plutôt que de dire. Alors, ça ressemble à quoi sur le terrain? Sur le terrain, c'est si tu veux, quel que soit le projet, quel que soit l'événement ou l'étape de ma vie, il y a toujours eu ce leitmotiv qui était le partage. Toujours. Enfin, ça a toujours été un truc que ce soit. C'est drôle parce que je vois les illustrations que vous avez mis autour. Que ce soit dans un club où on est 400 avec les platines au milieu, ou que ce soit à l'Olympia où il y a une certaine distance, je cherche toujours le moyen de partager avec les gens. Et ça peut être par les platines, ça peut être par le clavier, la batterie, les synthétiseurs à la modélisation analogique avec l'envie de créer des choses en live. Mais même dans le concept de ce cube qu'on voit sur les vidéos là, ce fameux cube qui tourne avec 4 faces où à chaque fois il y a une sorte de laboratoire. Il y a cette envie justement de partager. Chaque poste en fait est relié à un looper qui me permet de stacker, d'empiler les choses et de voir en fonction de l'endroit où je suis, de l'heure à laquelle je joue. Enfin, tu vois, en fonction des festivals, parfois tu joues à 18h. Bon, tu vas pas renvoyer comme si c'était 23. Et donc, j'ai une espèce de liberté totale où je fais ce que je veux, quoi. Ouais, et justement, ce que je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la carrière que tu voulais quand tu t'es lancé? C'est une bonne question. Je crois pas. Ouais. Je crois pas parce que je rêvais d'un truc peut-être moins accessible. Quand j'avais 15 ans, mes artistes que j'écoutais tout le temps, c'était Trent Moller, Sébastien Léger, Oxia, Amé. Enfin, tu vois, c'était vraiment beaucoup plus underground en fait, quoi. Et peut-être même plus mélodique aussi. Quand je vois ce que je produis aujourd'hui, je suis plus dans un truc. Je fais de la tech house. À un moment donné, j'ai besoin qu'on n'ait pas de mélodie justement. J'ai besoin qu'on aille dans un truc très très profond, très très direct, quoi. Mais c'est qu'on t'a emmené du coup dans ce style ou c'est toi qui as quand même choisi de... C'est juste que la question me faisait marrer. Est-ce que je me voyais là? Je me voyais dans la musique électronique, mais pas du tout. Surtout que moi, j'ai tout fait à l'envers. Hein. Mon parcours, il est complètement... Pour revenir à ce que je suis aujourd'hui, j'ai pris des chemins, mais dans tous les sens. Et ça a été dur de trouver sa place et son chemin en fonction des années, ou aujourd'hui, tu as encore envie de partir plus loin avec une idée derrière la tête? Ah non, moi, personnellement, je pense que je suis qu'au début. Hein. Je me considère pas du tout arrivé. Je me considère comme un artiste en développement
j'ai vraiment toutes mes preuves à faire. Même, enfin, je suis au début, quoi. Pour moi, je suis au début, tu vois. Je suis content de voir ces images et c'est cool. Mais je pense que non, je suis pas du tout rendu. Je pense que j'en ai encore pour 20 piges, là. Et pour revenir sur cette question, comme de base, pour comprendre, est-ce que, du coup, tu parles de cette carrière qui a été peut-être construite à l'envers, ou en tout cas qui est partie dans tous les sens. Est-ce que le succès populaire que tu as eu a fait qu'au final, tu n'as pas pu prendre la direction musicale que tu voulais? Ouais, complètement. C'est très vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, je rêvais de jouer dans des clubs techno, je rêvais d'underground, je rêvais de tout ça. Et puis le chemin, en fait, pour les gens qui me connaissent pas, c'est que moi, j'étais résident dans la techno room du Pacha à Ibiza. Enfin, j'étais résident. On avait eu une résidence avec des potes. C'était un peu la soirée test, quoi. C'était la soirée, est-ce que vous allez faire l'été? Est-ce que tu vas continuer et tout? Et c'était au Pacha à Ibiza. J'étais complètement refait. C'était la première fois que je sortais de chez moi. Première fois que j'avais un booking avec mes potes hors de France. En plus, c'était au Pacha et dans la Technoroom. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, en fait, référence, ouais. Elle n'existe plus aujourd'hui, la Technoroom, d'ailleurs, je crois. C'était une espèce de toute petite pièce de 50 personnes où ça avoinait beaucoup plus que dans la main room, quoi. Et ce soir où je joue, j'ai 17 ans. J'y suis allé avec mon pote Sims de l'époque et je croise un touriste français qui s'appelle Thibaut, qui bosse chez TF1. Et Thibaut, il vient me voir et il me dit, en fait, moi, je m'occupe des castings de la Star Academy et je vois que tu chantes et que tu mixes en même temps. Franchement, t'as un profil super intéressant pour cette émission. Et vraiment, j'étais un peu pédant et arrogant, tu vois, à cette époque-là. Et pour moi, c'était vraiment vendre son âme au diable que de faire un truc comme ça. Alors, jamais de la vie, j'aurais pu m'afficher à la télé ou quoi. Donc, j'ai tout de suite dit non au gars, mais presque un peu avec mépris. Je lui ai dit, ah, c'est gentil. Il m'a dit, je te laisse quand même ma carte et tout. Je pouvais pas me permettre de perdre la face devant mes potes. On était en train pardon-moi l'expression, on était en train de se la toucher, en train de jouer sur vinyle absolument, surtout pas. On était un peu, tu sais, c'était dans les années, c'était genre 2006, 2007. On était encore sur CD. Et puis, c'était justement l'arrivée des CD avec les CDJ. Et nous, on trouvait ça déjà horrible. Tu vois, un peu les mecs qui disent, ah non, moi, je mixe pas sur clé USB. Bon, bref. Je pense que c'est un autre débat. Mais du coup, je lui ai vraiment dit, non, ça m'intéresse vraiment pas. Et puis, à la fin de l'été, ce qui est arrivé arriva. On n'a pas du tout chopé la résidence. J'avais plus du tout d'argent. J'avais pas une thune. Et puis, je suis revenu à la queue entre les jambes. Mais c'est toi qui as pris cette décision ou ton entourage t'a aidé aussi à... Franchement, j'en ai parlé à personne à l'époque. Vraiment, j'ai juste ma mère, parce que j'étais pas majeur, quoi. Et je lui ai dit, écoute, je vais aller faire le casting de la Starac. Après, il faut aussi remettre les choses dans son contexte. À l'époque, c'est une émission qui cartonne, vraiment, qui fait des millions de téléspectateurs. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Il y a Facebook qui vient d'arriver. Il n'y a pas encore ce truc de on filme tout avec les tels. Donc je suis encore dans un truc où potentiellement ça peut m'aider et ça peut être stylé. Même si j'ai l'impression de vendre mon âme et je me dis, tu sais quoi, vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas une thune, c'est un peu la galère avec ma mère. Si je fais le casting, imagine ils me prennent, je reste une semaine, je me fais un peu de thune, au pire du pire, je passe pour un con devant la France entière, je me barre en Espagne, reprends une résidence sur Ibiza et c'est bon, quoi. Mais comment ça réagit justement dans ton entourage entre, du coup, peut-être ta famille et tes potes à qui tu disais que c'était un peu vendre son âme au diable? Laisse tomber, je me suis fait lyncher, moi. Mais je me suis fait lyncher, mais puissance 10 000. C'était drôle même. C'était drôle parce que j'avais tellement peur de leur dire qu'ils l'ont découvert le jour où, en fait, parce que j'ai fait les castings, j'ai été pris. Ils étaient assez fous pour me prendre, les mecs. Donc, ils m'ont pris dans l'émission. Et je pense à la tête de mes potes quand ils ont dû, parce qu'ils regardaient pas, quoi. Ils ont découvert à la télé. Qu'est-ce qu'il fout, Mozy, là? C'est n'importe quoi. Et il faut quand même le dire, j'ai adoré faire cette émission. Ouais. Franchement, je vais pas faire genre parce que ici on parle de musique électronique et que il faudrait que je dise l'inverse. Non, j'ai adoré cette émission. J'ai adoré chanter devant des millions de téléspectateurs. J'ai adoré
chanter avec Céline Dion, chanter avec David Guetta, Martin Solveig. Enfin, s'ils avaient des vrais invités, c'était fou, quoi. Quand tu parles de partage, c'est peut-être tes premières grosses scènes de partage. T'as peut-être ressenti ce truc sur un plateau aussi grand. Si tu veux, je l'ai vraiment pris en mode je m'amuse. Je l'ai vraiment pris à la légère, sans trop me poser de questions. C'était cool à faire. C'était vraiment cool à faire. Il y avait un truc qui me rongeait de l'intérieur parce que j'étais arrivé dans cette émission en tant que DJ qui chante. Et au final, bon, t'es quand même chanteur, quoi. Ouais. Bon, ça aurait pu se passer un peu inaperçu, comme je vous dis, et puis repartir en Espagne. C'est pas du tout passé comme ça. J'ai gagné l'émission. Et puis, j'ai signé un contrat avec Universal. Et à l'époque, enfin, quand j'y pense, c'était complètement fou parce qu'on gagnait 1 million d'euros. Mais 1 million d'euros quand t'as rien dans ta vie, que tu vas galère avec ta mère pour trouver à bouffer. Enfin, il y avait un truc on réalisait pas, quoi. Ouais, t'arrives dans un autre univers, en fait, pour toi. Bah, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que j'avais peur, j'avais limite peur de l'argent, quoi. Je m'étais dit, mais non, mais en fait, maman, on touche pas à l'argent, ça va nous aider pour notre vie et tout. Bon, c'était avant de découvrir que c'était imposé à 66% à l'époque et que j'ai juste eu de quoi faire un apport pour acheter une maison pour ma mère et rembourser ses dettes, tu vois. Mais non, c'était cool. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment, sur toute cette carrière, où tu t'es dit, tiens, ça y est, là, finalement, j'ai réussi, je suis à la place où je dois être, où je veux être? Ouais. Mais tu sais, c'est comme dans la vie de tous les jours, j'ai le sentiment que pour apprécier les bons moments, il faut aussi avoir eu des mauvais moments. Et les moments où je me sentais arriver, où je me disais, OK, c'est bon, c'est stylé, ça le fait, genre l'Olympia. Ouais. Quand j'ai fait mon premier Olympia, enfin mes premiers Olympias il y a 10 ans, 12 ans, en 2012, pardon, j'étais super heureux de voir mon nom en lettres rouges. Et en même temps, quand je suis monté sur scène, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à foutre ici, quoi. Pourquoi? Parce que c'était pas ce que je voulais. Comment? Syndrome de l'imposteur ou juste tu disais, complètement, 100%. Pas, moi, comme artiste, j'ai pas envie de faire ça. Les deux. C'était syndrome de l'imposteur. Et en plus, je me disais, mais je suis en train de proposer un truc qui est pas moi. J'avais Universal qui était avec moi, j'avais mes productrices de scène qui étaient avec moi, où vraiment, j'avais le sentiment d'avoir fait fausse route depuis 3 ans. Tu vois, la Starac, c'était en 2008. Donc, on a passé ces quelques années à partir en tournée. J'étais avec des musiciens sur scène. On faisait une partie un peu jazz, un peu pop. Et puis, j'avais mes 15 minutes de mix. Mais quand tu montais pour la première fois sur la scène de l'Olympia et que j'ai chanté mes singles de l'époque, je regrette rien, mais c'était pas moi. Et puis, j'avais tellement peur que ça s'arrête que j'avais un peu posé une confiance absolue avec les gens avec qui je travaillais à l'époque et qui me disaient, mais si c'est bien, vas-y, tu peux y aller à fond. Et pour apprécier justement ce fameux moment dont tu parles où tu dis, OK, c'est bon, là, j'y suis, il a fallu faire des bons choix de merde, quoi. Et je suis assez admiratif des artistes qui savent dès le début où ils vont. Tu vois, je prends par exemple Angèle. Quand tu vois Angèle qui postait des vidéos sur son Insta où elle était au piano et tu vois la Angèle d'aujourd'hui, c'est juste la même qui a 10 fois plus de succès. Mais comme Madeon, tu vois Madeon qui poste ses vidéos où il fait son fameux mash-up, tu vois ce qu'il fait aujourd'hui. J'ai l'impression que dès son plus jeune âge, il savait exactement où il allait. Bon, moi, j'étais du père. J'étais du père parce que les étoiles dans les yeux, parce que, je sais pas, la fame, parce que je me disais, ça doit être trop cool d'être connu. Alors qu'en fait, je crois que j'ai pas fait le truc pour les bonnes raisons. Et donc, pour arriver à ce moment, justement, où tu dis, OK, c'est bon, j'y suis, bah, il a fallu faire plein de mauvais choix. Et les mauvais choix, c'était se dire que c'était possible d'avoir une double carrière dans la variété, dans l'électro. C'était se dire que ça pouvait être cool de faire une grosse partie de jazz et puis peut-être à la fin être un petit peu d'électro. C'était tout ça jusqu'au jour où je suis monté justement sur les planches de l'Olympia en me disant j'ai chopé les boules, quoi. C'est-à-dire que j'ai chopé les boules et je me suis dit OK, là faut que j'arrête, j'ai rien à faire ici. Donc les 2 jours sont passés et j'ai fait une espèce de grosse réunion avec tout le monde. Donc c'était Universal, c'était Pascal Nègre à l'époque, c'était mes productrices de scène, c'était le management. Et j'ai dit, on arrête tout. Et c'est con parce que ça se passait bien, enfin, tout se passait bien, quoi.
et la seule qui m'a suivi à l'époque parce que les productrices de scène étaient spécialisées dans la variété. Pascal Nègre, il était pas bête, il voyait bien que c'était le patron d'Universal à l'époque, il voyait bien que j'étais pas heureux dans ce que je faisais. La seule qui m'a suivi, c'était mon assistante de l'époque, qui est devenue ma manager et mon associé aujourd'hui, c'est Maud Brooke. Ouais. Et on a commencé un parcours du combattant, à zéro, pour arriver au moment... Au fameux moment. Le fameux moment, je t'ai fait une réponse, frérot, là, de diplôme. Ouais, mais c'était une question qui est un peu profonde aussi. Mais ce fameux moment, je crois que si je devais donner un moment un peu clé, c'est le Rex, quoi. C'est le Rex Club à Paris, où que j'ai dû faire, je sais pas, il y a 2 ans, ou juste avant le Covid, où là, tu te retrouves dans un lieu où tu joues ce que t'aimes, pour des gens qui aiment cette musique, et surtout qui la comprennent. Ouais. Et ça change tout le dos, en fait. Il y a pas... j'ai beaucoup suivi les interviews que vous avez fait parce que vous interviewez des artistes dont je suis très fan. Mais quand je vois ce que raconte Sébastien Léger ou Laurent Garnier, par exemple, sur le poids des réseaux sociaux aujourd'hui, ou quand ils disent que ça a tout niqué, mais c'est d'une justesse terrifiante. Et je crois que j'ai un autre œil par rapport à ça, et je me rends compte que je sais pas, on le voit sur les images qui tournent, les gens sont pas non plus tout le temps en train de filmer. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui appartient à ce genre de musique. Tu vois, à la musique électronique, à la house, à la tech house, à la techno. Je crois qu'il y a encore ce truc où les gens ont envie de prendre du plaisir. Tu les trouves plus impliqués dans la musique? Ouais. Alors, pas tout le temps, hein, évidemment. Quand ça me fout les boules quand je vois 2000 téléphones sur Afterlife. Et en même temps, j'essaie de comprendre cette nouvelle génération. Je me dis, mais les gars, vous voulez pas vivre juste le moment, quoi? J'ai du mal à comprendre ça. Nous, on est lyonnais, il y a un club qui remet des patchs comme à la Berlinoise, où tu n'as plus le droit d'utiliser ton téléphone, et ils veulent revenir un peu, c'est un club intimiste, et ils veulent vraiment revenir à l'essence même de la musique et dire stop les flashs, stop les vidéos de 10 minutes pendant toute la soirée. Bah, je rêve de mixer dans ce club. C'est quoi, comment il s'appelle le club? Le Terminal. Terminal, c'est parti, on va au Terminal, les gars. Allez, on organise ça. Mais ouais, je comprends complètement. Et justement, par rapport, pour le coup, tu as partagé la scène avec McFly et Carlito, qui sont vraiment issus de ce côté YouTube, et de ce côté influenceur, je pense on peut le dire sans que ce soit péjoratif, parce que c'est pas du tout l'idée de critiquer. Et justement, le public qui est présent au Warehouse le soir où tu joues avec eux, est-ce que c'est ton public à toi? Est-ce que c'est les gens qui suivent McFly et Carlito? Quelles sont les différences que tu peux voir par rapport à ce Est-ce que c'est ton public de l'époque? Parce que je pense qu'il a beaucoup évolué, ton public. C'est intéressant, c'est super intéressant comme question, parce que j'ai vraiment... C'est un peu comme si un artiste électro plus underground m'avait rejoint, moi, à l'époque, à l'Olympia, quand j'étais un peu super access, populaire et tout. Et j'ai un peu vécu ce truc-là où on m'a dit, mais Mozi, McFly et Carlito, vraiment? Il faut remettre les trucs dans son contexte, parce que ils ont donc fait ce fameux défi avec David Guetta. C'est ça, ouais. Où ils avaient perdu, où ils devaient mixer à Ushuaïa avant David. Et donc, il m'appelle moi parce que je suis le seul DJ qu'ils connaissent dans leur entourage. Et il m'appelle en me disant, Mozi, on veut que tu fasses notre set parce qu'on sait pas faire. Et à ce moment-là, j'ai sur les épaules tous les DJ de France qui vont se dire, OK. Qui me regardent, qu'est-ce qu'il va faire comme prog? Est-ce qu'il va leur faire un truc tout fait? Et en même temps, là où certains auraient pu voir un truc mauvais en se disant, OK, bon d'accord, McFly et Carlito qui vont manquer de respect à notre culture, à notre musique. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité de faire connaître en fait cette musique, parce que je vois la nouvelle génération. Il y a tellement, c'est pas un combat si tu veux avec les musiques plus actuelles et plus populaires, mais le rap français, la musique urbaine aujourd'hui a une place si importante dans notre culture que c'est pas mal de ramener un peu l'électro via d'autres biais, quoi. Je le fais dans mon émission Twitch que j'ai appelée Featuring Moziman, où j'accueille des gens qui n'ont rien à voir, mais McFly et Carlito, c'était un peu les premiers qui ont fait ça dans mon émission. Je sais pas, tu vois, j'ai aussi accueilli des gens comme
comme Bruel, on a fait un remix du Café des Délices, ou je sais pas, Poxy, enfin, des gens qui ont rien à voir avec la musique électronique, mais qui ont aussi une communauté. Ouais. Ce soir, par exemple, je reçois Maxence, qui lui fait vraiment de la pop française. Bon, je sais pas ce qui va se passer, mais j'amène ces gens-là sur un terrain électronique. Et quand il y a eu cette opportunité avec McFly et Carlito, je me suis dit, OK, c'est le moment de pouvoir faire connaître notre musique au plus grand nombre. Et la vanne est partie beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ils sont venus en studio, et puis on a un peu fait les cons, il a commencé à faire de la gratte et tout. Ils se sont dit, ce serait quand même pas mal si on faisait un titre pour cet événement. Et on le voit dans la vidéo, je vous encourage justement à aller regarder cette vidéo, parce que je pense à tous les DJ qui nous regardent en disant, attends les gars, prenez le truc au sérieux, c'est pas n'importe quoi. Si on le fait vraiment. Et on a fait un titre qui s'appelle I Wanna Dance Latina. Sauf que la vanne est partie tellement loin que le boss de CR2 a vu le live et il s'est dit, mais le titre, il est bien, quoi. Et on l'a signé, et ça a été un des meilleurs titres qui a été diffusé sur plein de radios en Angleterre et tout. Là où McFly et Carlito savait pas du tout ce que ça allait donner, quoi. Ouais. J'ai trouvé je trouvais que c'était un beau pied de nez, en fait, si tu veux, à la situation où t'as deux gros youtubeurs français qui font un titre et qui, en fait, devient viral, mais pas en France, quoi. Ouais. C'était très cool à voir. C'est un projet fun, mais sérieux, quoi. Où t'as pris plaisir à les amener dans cet univers, quoi. Tu sais, j'ai l'impression qu'on oublie, avec le temps, on oublie un petit peu ce pourquoi on fait ce métier. C'est aussi pour ça que j'aime autant les interventions à chaque fois de Laurent Garnier, parce que quand il parle de Big Bisou de Carlos, c'est pertinent parce que on est là pour divertir les gens. Je suis pas là pour jouer la musique qu'ils attendent. Je suis là pour jouer une musique moi, le meilleur compliment qu'on peut me faire quand je mixe, c'est les mecs qui essaient de chasamer ce que je joue. Mais parce que moi, j'ai digué pendant des heures avant pour essayer de trouver le bon track, pour le jouer au bon moment. Et on est là pour amuser les gens. Et franchement, me retrouver au Warehouse à Nantes, qui est un club qui a du cran, je veux dire, qui prend ses couilles quand même pour faire une prog comme ça, franchement, moi, je suis admiratif. Et la soirée, putain, on est parti super loin alors que tu m'as posé une question simple. Je suis parti en couille. Mais c'était super de partager la scène avec eux, parce que on le sait un peu moins, mais c'est aussi deux artistes, tu vois. McFly, il fait de la gratte, Carlito, il fait de la drum. Du coup, on avait les instruments sur scène et c'est vraiment parti en vrille. Parce que toi, de ton côté, du coup, c'est quoi la place que tu accordes aux réseaux sociaux? Parce que tu es quand même très présent. Ouais. Et je suis conscient que tout se joue là aujourd'hui, quoi. Je suis, ce qu'on disait, je me considère encore comme un artiste en développement et je suis obligé de passer par là. Je suis obligé un petit peu de vendre mon âme, mais si tu veux, quitte à vendre mon âme, je préfère le faire moi. C'est-à-dire que je préfère contrôler mon contenu et savoir ce que je poste. Et j'arrive toujours à trouver un lien avec la musique. Si tu veux, c'est ça. Pardon. Mon leitmotiv pour les réseaux sociaux, c'est de trouver un lien avec la musique. Si j'ai pas, tu me verras pas faire une choré ripou, tu me verras pas vendre des crèmes pour les mains. Non. Mais ça, je vais vous dire un truc drôle. On m'a fait, j'ai reçu un message. Je sais pas si j'ai le droit de balancer ça, mais on s'en fout, c'est gaulerie. J'ai reçu un message qui, pour moi, voulait dire, OK, Mozi, là, il faut vraiment que tu travailles plus. Il faut que tu sortes plus de tracks. Et il faut vraiment que tu taffes, parce que sinon, tu vas recevoir d'autres messages comme ça. Et le message, c'était un texto d'une boîte de prod qui est en train de faire un dîner presque parfait avec des artistes. Et donc, il me disait, ce serait sympa, voilà, on invite des artistes un peu dans la musique électronique, à faire un repas, etc. Bon, moi, je vous dis, c'est le début de la fin pour moi. C'est-à-dire que le jour où vous allez voir dans ce truc-là, c'est que j'ai raté quelque chose. Non, mais c'est que j'ai rien contre l'émission. Ce que tu veux, quoi. C'est juste, moi, je vais pas aller. Je vais pas aller. Non, quoi. Il est où est le message? Enfin, tu te perds là. Je veux pas ça. Mais j'ai l'impression, du coup, il y a un fil un petit peu d'équilibriste entre réussir à rester sur le devant de la scène, faire parler de toi et juste continuer à faire connaître ta musique, mais ne pas aller trop non plus dans l'excès pour vendre son âme au diable, comme tu dis. Alors oui.
Mais j'ai le sentiment que c'est plus facile. C'est plus facile de me taper dessus à moi. Si tu veux, comme j'ai fait le chemin inverse, que j'ai gagné la Starac, qu'après j'ai un peu retourné ma veste en disant attendez, bon, je suis désolé les gars, c'était une super expérience. Imaginez quand même que les gens qui me suivaient à l'époque, c'est les gens qui me faisaient vivre, c'est les gens qui me préféraient quand même dans la variété et qui étaient bien contents. C'est des gens à qui j'ai dit ciao. Je voulais plus ça. Je voulais plus de ce public, je voulais plus de cette musique. Si tu veux, j'avais eu l'impression de vendre mon âme au diable en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis trompé, j'ai fait fausse route. Le karma me l'a un peu fait payer en 10 ans. C'est-à-dire que c'est 10 ans de terrain, c'est 10 ans de tourner à l'étranger plus qu'en France. Et il y avait toujours ce truc de tu pars à l'étranger, ça se passe bien, c'est super, et tu reviens en France et t'es quand même le mec qui a fait cette émission. Et aujourd'hui, on m'en parle plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de parallèle un peu chelou entre les jeunes qui viennent me voir parce qu'ils écoutent ma musique et qui viennent me voir en club parce qu'ils m'ont entendu à la radio ou ils ont vu mes sets ou ils ont vu mes lives sur YouTube, et ceux qui sont un tout petit peu plus vieux, qui ont genre 35 et qui se disent mais attends, mais je t'ai vu quelque part, t'es pas le homme qui a les étoiles sur les coudes. Il y a un peu cette dualité qui me fait marrer aujourd'hui parce que tu vois, j'en parle avec plaisir. Mais du coup, c'est quand même plus facile de taper sur moi si jamais je fais un truc claqué sur TikTok. TikTok, bon, c'est dur. C'est dur d'être sur TikTok, les gars. Parce qu'il faut trouver un bon contenu, il faut trouver des choses à dire, il faut que ce soit drôle et en même temps que t'aies pas le sentiment. Il y a beaucoup de tendances et TikTok, faut quand même rentrer dans la case et faut jamais s'arrêter de produire. Exactement. Et je crois que je me trouve. Je crois que j'arrive à me trouver avec cette émission que je fais sur Twitch, que j'arrive à décliner sur YouTube et après TikTok, etc. Mais si je pouvais faire que des sets tous les jours en plein milieu des gens en mode boiler, enfin T'as quelqu'un qui t'aide sur tes réseaux sociaux ou c'est toi derrière en permanence? J'ai 3 personnes. Je travaille avec un monteur qui s'occupe de gérer le live Twitch. Je travaille avec un monteur qui s'occupe de le mettre sur YouTube. Et je travaille aussi avec LM Prod, qui est mon gars sûr, qui est au studio H24 et qui, lui, s'occupe de faire toute la com. Et franchement, même là, même à 3 à 4, c'est difficile. C'est difficile parce que si tu veux, j'envie un petit peu, j'envie le comment dire ça? L'apaisement qu'ont les artistes comme Laurent Garnier. J'envie ce truc. Si tu veux, j'ai le sentiment que je suis né 20 ans trop tard. Où je suis vraiment le cul entre deux chaises, où il faut absolument faire partie des réseaux sociaux, où c'est limite, si j'y suis pas, les jeunes vont pas me voir et je vais pas pouvoir être en geek, quoi, tu vois. Ça, c'est difficile. Et à côté de ça, je voudrais être H24 au studio, moi. Et est-ce qu'on en est sûr finalement? Alors, je vois peut-être un truc ultra philosophique et où il n'y a pas de vraie réponse, mais demain, tu arrêtes tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'assure que t'es mort, comme tu dis? Je sais pas, c'est une peur au final, j'ai l'impression. Tu vois, je te pose la question comme ça, mais je pourrais la poser à tous les artistes parce que tout le monde est dessus. Et je me souviens de l'interview avec Manu Malin. Alors certes, c'est Manu Malin, c'est la scène hardcore, c'est un truc ultra underground. Mais il a dit, mais qui t'oblige à être sur les réseaux sociaux? Moi, j'en ai rien à foutre des réseaux sociaux. Il y est pas et puis il est toujours là. Alors par contre, oui, il était là il y a déjà 20 ans. Ouais, peut-être qu'il a fait sa notoriété sans. Peut-être qu'aujourd'hui, la question peut peut-être te la retourner, c'est est-ce que tu peux avoir une vraie notoriété aujourd'hui sans les réseaux sociaux? Vous avez tout dit, les gars. Vous avez tout dit, Emmanuel Malin. On est tous fans de Emmanuel Malin, on a tous un profond respect pour sa carrière et pour ce qu'il fait. Mais Emmanuel Malin, de son début de carrière, s'il était là aujourd'hui, je pense qu'il pourrait pas s'en passer. Je pense que ces artistes, ils font partie, sans aucune connotation péjorative, mais ils font partie des meubles, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment, c'est des dinosaures. Moi, je sais que je vais voir Étienne de Crécy, Laurent Garnier, Sébastien Léger, Manuel Malin, les yeux fermés. Parce que j'ai encore envie d'aller découvrir des choses. Je sais que si je vais voir ces artistes-là, je vais découvrir des choses. Je vais avoir envie de savoir ce qu'il a joué. Je vais vivre un voyage. Là où sur d'autres artistes plus mainstream, actuels, je sais que c'est impossible. Et j'ai fait des festivals tout l'été
où j'ai partagé la scène avec plein d'autres artistes. Mais tu vois, par exemple, ce truc, je suis complètement anti set préparé. C'est un débat que j'ai avec mes potes. On n'est pas d'accord. Et souvent, ils essaient de me ramener à la raison et tout. Moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. J'ai pas envie de préparer mes sets. Ça emmerde aussi les gens qui travaillent avec moi parce qu'ils voudraient au moins avoir l'intro et outro. Mais tu vois, genre faire le show à l'Olympia, il fallait créer une setlist. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'arriver, de me dire, OK, quelle heure c'est, à quelle heure je joue, je suis dans quel pays, je suis sur quel stage, c'est quoi la vibe. Je veux garder l'opportunité de pouvoir encore étonner les gens et de les amener où j'ai envie. C'est dur en 1 heure. C'est même horrible en 1 heure. Tu racontes rien en 1 heure. Il faudrait minimum 2 heures pour essayer de les amener un peu quelque part. Et en même temps, bah, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. Et pour revenir à ce que je disais, j'ai croisé des artistes que j'ai vus plusieurs fois sur les festivals cet été. Bon, mais je suis un peu anti, tu prépares ton set. Ça m'emmerde. Et puis même eux, c'est-à-dire que tu vas taper ton set 20 fois tout l'été. Bah, mais ciao, en fait, quoi. Ouais. Il a raison, Laurent Garnier. C'est une hérésie de préparer un DJ set. C'est une connerie. Franchement, attention, hein, il y a préparer et préparer. Oui. Préparer, c'est-à-dire faut que intégrer tes timecodes. Le truc qui, moi, m'a sauvé, c'est un logiciel qui s'appelle Show Control. Show Control, ça existait pas il y a quelques années. C'est un logiciel qui permet d'avoir un timecode en direct, mais sur un track. Si vous voulez, pour que les gens comprennent bien, il y a 10 ans, il n'y avait pas Show Control, mais il y avait le timecode. Ça veut dire que quand on voit les shows de Tiesto ou les shows d'Armin van Buuren qui sont préparés, c'est ce qu'on appelle des shows préparés en timecode, où bah, en fait, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent qu'il y ait les FX synchronisés, les écrans synchronisés, les danseurs synchronisés, l'intro, les lumières, etc., il faut pouvoir avoir le set en amont pour pouvoir créer le set. Mais comme ce que tu vois à Ultra, etc., il faut que ce soit préparé en amont. Là où aujourd'hui, on a un logiciel qui s'appelle donc Show Control qui permet d'intégrer des timecodes sur des titres. Et par exemple, moi, j'envoie à mon ingé lumière 60 tracks en amont où lui, c'est dur pour lui, mais il va insérer des éléments, des timecodes sur chacun des titres. Donc, il sait que quand je joue mon intro, si je joue mon intro à, je dis pas, j'ai une connerie, à 128,6 BPM, bon, le Show Control, il va suivre. Ce qui me permet de jouer exactement ce que je veux, ce qui a sauvé la vie à beaucoup de DJ. Mais par exemple, tu vois les sets de Guetta aujourd'hui, je suis content parce que lui, c'est un artiste qui a vraiment vécu les deux. Les trois même, qui a vécu l'underground, qui a vécu le succès avec le timecode qui était imposé. Faut pas croire que ça fasse plaisir aussi aux DJ de faire du timecode. Hein. Parfois, on n'a pas le choix. À l'Olympia, je devais timecoder des trucs. Bon, c'est chiant, mais c'est nécessaire. Sinon, t'as pas de une logique du concert, bien sûr. T'as aucune logique. Enfin, c'est aussi un concert. Et le Show Control, en fait, ça nous sauve la vie parce qu'on peut jouer ce qu'on veut. Bon, après, t'es pas à l'abri dans l'après-midi d'avoir trouvé une pépite. Tu te dis, bah, je la joue ce soir. Ou le gars, il doit être en live. Je sais pas pourquoi on est parti aussi loin, mais. Non, mais vas-y, c'est cool, on peut rester là-dessus. Même le DJ set parfait, pour toi, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que tu es un peu frustré par les formats courts. Ce serait quoi le set parfait pour toi? Le set parfait, c'est 2h30. Ouais. 2h30, 3h. C'est ce que je fais en général quand je produis mes soirées. Là, je produis ma soirée au Futur, à Paris. Je sais que je me fais un set de 3 heures. Parce que j'aime prendre les gens, j'aime bien commencer un peu minimal, j'aime bien construire. Et avec ou sans instrument, ton set parfait? Toujours avec. Mais même aujourd'hui, même quand je fais un set plus underground où je suis là comme sur les images entouré de gens, j'ai un piano obligé. J'ai un piano ou un looper. Au moins un truc qui me permette de choper une vibe et de la garder, quoi. Ok, c'est vraiment pour donner un peu plus d'énergie, c'est pour le show, c'est pour... pourquoi faire ce choix des instruments Moi, je crois que j'en ai besoin, simplement. Enfin, j'ai besoin de ça. Je dis pas qu'une fois de temps en temps, c'est pas cool de se faire un set que platine, mais ça me permet, mais même ça me permet de faire des pauses aussi. Tu sais, quand t'as avoiné pendant 15-20 minutes avec des titres où dans la tech house aujourd'hui, il y a beaucoup de titres où on garde tout le temps une rythmique, où il y a très peu de pauses finalement.
Et je m'impose de faire ce truc où j'arrête tout, où tu crées finalement une communion avec les gens. Et je pense que l'émotion aussi passe par les harmonies, passe par le fait de jouer en live et de partager un truc. Et après, par contre, du coup, comment, une fois que tu es en live sur tout ça, qu'il y a cette grande part d'impro, faire en sorte aussi que cette impro, tout ça, ne vient pas entre grandes guillemets, bien sûr, sur juste une démo technique, parce qu'on sait pour le coup que t'aimes la performance et t'aimes jouer avec les instruments qui sont autour de toi. Bah, c'est même, comment dire, je calcule pas trop ces trucs-là. Je partage. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce truc de partage, mais je trouve ça passionnant de creuser et d'essayer de trouver des moyens de partager à chaque fois. Mais que ce soit les platines, que ce soit le piano, j'aimerais bien avoir plus de place parfois, installer, je sais pas, un Jupiter ou un Juno pour essayer d'aller justement chercher d'autres sons. Mais je sais pas, je crois que c'est pas la clé ultime, mais c'est ma clé à moi, c'est mon truc. C'est ce qui me tient avec les gens. Et du coup, dans ton studio, est-ce que tu mets autant d'énergie que sur scène quand tu te retrouves tout seul devant tous tes synthés? Dans le studio... Où t'es tout calme et t'essayes de chercher des choses. Le studio, c'est un autre truc, quoi. C'est un autre truc parce que c'est vraiment... c'est le travail en vue de la récompense. Et il faut chercher, quoi. Il faut chercher. Et moi, je me pose beaucoup de questions et je parle souvent de cette anecdote parce que j'ai passé des années à me poser des tonnes de questions. Tu sais, c'est un peu comme les jeunes DJ qui commencent, qui m'envoient leur logo, leur bande vidéo et qui me disent est-ce que tu peux me donner un conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Aujourd'hui, je réponds mais la musique. Et je me rends compte que j'ai fait la même erreur. Je voulais avoir le meilleur logo, je voulais avoir la meilleure mise en scène, je voulais avoir le meilleur stage design. Ouais. J'ai toujours essayé d'envoyer de la poudre aux yeux, alors que le plus important, c'est la musique. Et putain, j'ai mis 30 piges à capter ça, quoi. Ouais. Et là où d'autres ont compris tout de suite. Garnier, quand il parle de ses premières résidences à Manchester, il s'en fout du reste. Il parle de la musique. Et pour répondre à ta question, la clé, elle est là. C'est faire de la musique en allant le plus loin possible. Et je parlais de l'anecdote, je suis parti ailleurs, mais Tony Romera, pour moi, c'est le meilleur exemple. Et c'est un artiste qui m'a toujours dit, arrête de te poser des questions. Arrête. Fais. Il y a pas à chier. Fais. Peut-être que ça marchera pas, mais fais. Et quelle que soit la musique, quel que soit le style, quel que soit le genre, enfin, il faut faire. Et une fois que tu as compris ça, eh ben, tu sais que tu avanceras dans le bon sens. Et quand je te parle de récompense, moi, en studio, je vais dans tous les sens. Même la semaine, je suis en train de terminer un album pour un artiste mainstream qui fait de la variété. Je termine un album électro pour une chanteuse. Et puis, je termine mes prods parce que je sais que je vais avoir le futur dans 10 jours et que j'ai envie absolument d'avoir des nouveaux tracks. Et la récompense, elle est là, elle est sur le terrain, quoi. Et du coup, enfin, c'est quoi qui te fait comme le plus vibrer? Parce que là, tu es sur plein de projets différents, mais tu parles du côté un peu de Novembre, de la tech house, tout ça. Est-ce que tu as envie de plus le mettre en avant, ça, aujourd'hui? Ouais, clairement. Mais si tu veux, j'arrive à prendre du plaisir de manière très diverse. Ouais. Je peux, je sais pas, par exemple, l'autre jour, je zappais et je tombe sur Grand Corps Malade qui chante la chanson Derrière le brouillard avec Louane. Ouais. Donc j'ai composé cette chanson et je suis heureux, quoi. Je suis heureux et je suis satisfait et je me dis putain, c'est trop stylé. Mais dans le sens, j'ai pas un ego mal placé qui me dit c'est un gros tube, putain, ça pourrait être moi, il pourrait dire mon nom. Balek, en fait, ce qui est important, c'est que j'ai fait quelque chose et que ça a touché des gens. Et c'est la même chose pour ma musique. Moi, ma musique, sous mon blaze aujourd'hui, oui, je fais que de la musique électronique. Et encore, j'ai un projet sur le Teco où je me fais plaisir qui s'appelle Outside the Box, où vraiment, je me pose pas de questions. Il y a toujours ce lien qui est la musique électronique.
mais qui est parfois plus dubstep, parfois plus trance. Enfin, je me mets aucune limite. C'est vraiment le concept de outside the box, thinking outside the box, où je vais en dehors des cases, où je me pose aucune limite. Et justement, t'as jamais cherché à peut-être, je sais pas, avoir un alias, parce que ça se fait beaucoup dans la musique électronique, avoir un alias? Bah, j'ai plein d'alias. Mais le concept de l'alias, c'est de pas le balancer, quoi. Enfin, parce que, tu vois, par exemple, je vois ce que produit Prydas, ARSD, Eric Prydz. Je trouve une cohérence. Je me dis pas, putain, il aurait dû planquer ses pseudos, c'est con quand même. Eric Prydz qui joue on-off sous sa RSD, bon, je trouve ça super cohérent. Il y a une espèce de lien. Moi, j'ai mis des alias pour des trucs dont j'avais un peu honte. Ouais. Pour des trucs totalement underground où ça aurait été une mauvaise idée de mettre mon vrai blast dessus parce que ça allait pas les aider. Mais j'y ai pensé, ouais. J'y ai pensé. Tu vois, par exemple, à côté de ça, j'ai fait pas mal de prod techno. Ça a pas marché du tout. J'ai d'ailleurs joué dans ce studio sous mon alias parce que j'avais envie de me faire un kiff. Mais je crois que c'est pas, je veux dire, c'est pas impossible de tout faire. Ouais. Après, je vais déjà me concentrer sur mon projet parce que il y a assez de trucs. Ouais, ça occupe déjà bien. Mais tu vois, c'est une réflexion, c'est ça que je me suis fait il y a finalement quelques années en arrière. Au moment où c'est ça que j'ai plus pris connaissance de ton travail, c'est quand tu as sorti le clip de Lonely, où finalement c'est Mosiman qui tue Quentin. Ouais. C'était assez extrême. Déjà, pourquoi avoir voulu aller aussi loin dans le concept? Je crois que j'en avais besoin. C'est un clip qui a été complètement censuré partout. Ouais. Je pensais pas qu'on allait avec cette idée de clip autant réussir à le rendre crédible. J'ai bossé avec David Tomaszewski, qui est un réal incroyable, et on a poussé l'idée de se tuer et de passer à autre chose à son paroxysme, avec l'envie. C'est quand même difficile. C'est quand même difficile de s'accepter parfois. Ouais. D'accepter ses erreurs, d'accepter qu'à certains moments, bah ouais, frérot, en fait, t'as fait de la merde. Et maintenant, il va falloir assumer, il va falloir prendre la bonne route. Et je crois que ça, c'était vraiment le moment où je me suis dit, OK, j'ai disparu 1 an des réseaux sociaux, j'ai tout arrêté, je suis juste revenu avec ce titre, Lonely, qui a toujours une connotation très, très électronique, tu vois, qui est quand même, qui est foncièrement dans cette direction. Avec il y a peut-être sur ce projet plus de synthwave et plus de musique, tu vois, synchro, ce que j'appelle synchro, qui sont plus des musiques à l'image, mais il y avait vraiment cette volonté de se dire, OK, vas-y, on arrête tout là, on arrête de faire de la merde, quoi, vas-y. Et alors, du coup, si je peux me permettre, après avoir fait ça, pourquoi être retourné à la Starac l'an dernier? Alors, très bonne question. Pour boucler la boucle. Parce que c'était important pour moi. C'était important pour moi, ouais. Premièrement. Et puis, parce que j'avais eu le sentiment de trouver... Tu sais, le plus difficile quand tu fais de la musique, c'est, pour moi, d'essayer de trouver la bonne balance entre ce titre va plaire aux gens et ce titre peut aller plus loin, sous-entendu, peut peut-être plaire aux radios, va peut-être plaire à la maison de disques qui t'a signé, va peut-être toucher un plus grand nombre, va peut-être devenir viral. Et j'avais pas envie quand la Starac m'a appelé pour composer l'hymne, enfin réarranger l'hymne de l'émission dernière et en plus venir faire de la promo pour mon titre. J'avais pas envie de devenir ce mec que j'étais quand j'avais 16 piges, qui était absolument underground, qui voulait pas en entendre parler. Je voulais pas devenir ce gars. Et je voulais justement, et c'est drôle que tu dis ça parce que je repensais, vous allez dire que je parle tout le temps de lui, mais c'est une obsession, mais je repensais à Garnier qui parlait de Big Bisou et je me disais, mais tu sais quoi, en fait, Balek, c'est lui qui a raison.
quoi, je vais me priver de 10 millions de téléspectateurs pour mon titre? Bien sûr que non, je vais le faire. Et aussi parce que dans mon parcours, j'aurais pu faire un truc, tu sais, il y a des artistes comme Olivia Ruiz, pour pas la nommer, qui a fait la Starac, et qui, elle, parce qu'elle est partie vraiment dans quelque chose de très, très différent, a fait une rupture, une vraie rupture. Et j'aurais pu faire ça, et j'aurais pu demander une restriction de pas parler de moi, de me flouter quand ils font des reportages, de m'enlever des émissions. Mais la vérité, c'est que non seulement j'ai adoré faire cette émission, mais en plus, je pense que ça m'a aidé à des moments, comme ça m'a aussi mis des gros bâtons dans les roues à d'autres moments. Je peux pas cracher dans la soupe. Ça fait pas partie de moi. Et au contraire, j'ai accepté parce que j'allais pas me priver de montrer ce que j'étais aujourd'hui. Et ils ont fait un petit magnéto de 2 minutes où on voit ce que je fais, où on voit les boilers que je fais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Et je crois que ça m'a servi et que ça m'a aidé. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, bon, là, on a beaucoup parlé finalement un petit peu du passé et des années plus récentes, mais j'ai envie qu'on se projette dans le futur, parce que tu te qualifies finalement d'artiste encore émergent, encore en développement. Est-ce que du coup, par rapport à tout ce que tu as dit et ce parcours, il y a une troisième personnalité qui pourrait arriver et un jour tuer Mosiman pour prendre le relais? C'est une super question. Écoute, je crois pas. Ouais. Je crois pas. Si je fais confiance à mon cœur aujourd'hui, je crois pas. Je crois que je suis complètement. Ça rejoint la question que tu me posais tout à l'heure. Maintenant, là, tu rentres dans ton chemin et tu vas juste se développer, quoi. Ouais, c'est ça. Quand je sais plus lequel des deux m'a posé la question. Quel était le moment où tu t'es dit, ok, c'est bon, j'y suis. Ouais. Je crois que ce moment, c'était le Rex, quoi. C'est le Rex Club, c'est l'institution parisienne où tu te dis, ok, là j'ai ma soirée, c'est maintenant ou jamais, c'est là que ça se passe. Je crois qu'à partir de ce moment, de toute façon, c'est un peu c'est un peu cliché comme réponse, mais de se retrouver au milieu des gens, en train de jouer avec tout le monde autour, avec une vibe, avec un public averti, avec des gens qui ont envie de s'en prendre plein la gueule, qui ont envie de se prendre du son dans la gueule. Quand tu vis ce moment et que tu le vis vraiment, je pense que t'as pas envie de faire autre chose. Et tous les DJ qui nous regardent, je suis sûr que c'est pareil pour eux. Dès l'instant où tu vis ce moment, tu veux pas autre chose. C'est cool de faire des festivals, mais bon, frérot, t'as 10 mètres de barrière devant, t'es loin des gens, t'es un peu seul avec tes retours dans la gueule. C'est cool. Franchement, c'est cool. Et puis tu vois, t'as 20 000 personnes, 40 000 personnes. Enfin, j'ai fait le Touquet Music Beach l'été dernier. Je me suis retrouvé, je crois il devait être 50 000 devant. C'est complètement dingue. Et c'est une espèce d'énergie, un truc où tu dis, mais c'est pas possible. Je suis pas en train de vivre ça. Et en même temps, je ressens exactement la même chose quand je me retrouve dans un club où on est 400 personnes, où ça pue la transpi, où on est ensemble. Et tu dis, OK, bon, ben, c'est ça que je veux vivre. Mais exactement, c'est exactement le même sentiment que de se retrouver 10 ans plus tôt à l'Olympia en se disant, waouh, mais j'ai rien à foutre là. Ouais. J'ai rien à foutre là. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je suis en train de faire de la merde, en train de chanter de la variété devant des gens qui sont avec des briquets en l'air, avec Jessica, 16 ans, Corinne, 42 ans, qui est là avec les briquets. Qu'est-ce que je fais? Mais ça va pas. Non. C'est bon, les gars. Il y a d'autres artistes aujourd'hui. Vous pouvez les suivre. C'est cool. C'est pas ce que je voulais défendre. Je renie pas ça, mais j'étais pas à ma place. Ouais. Et est-ce que du coup, ton public, ça a été simple pour eux de te lâcher? Quand t'as passé en Mosiman, est-ce que ce premier public t'a suivi dans ton nouveau projet et a été déçu du coup? Ou t'as fait aussi évoluer des gens et t'as été la porte d'entrée pour ces personnes-là qui écoutaient de la variété française, par exemple, et d'un seul coup, ils se sont mis à écouter de la musique électronique et ils t'ont suivi dans les clubs? Je sais pas. Hein. Je pense qu'ils m'ont détesté. Je pense que la majorité m'a détesté et la majorité avait pas du tout envie de ça. Ils avaient envie que je devienne Slimane, quoi. Et que je fasse un bon chemin de bonne. Je dis Slimane parce que pour moi, c'est genre le meilleur dans la variété française aujourd'hui, tu vois. Je crois que ils avaient envie de ça et j'ai dû perdre beaucoup de gens à ce moment-là. Et je me souviens qu'il y a eu une poignée d'irréductibles quand même qui a eu envie de, comme tu disais,
qui avaient envie de savoir ce que c'était la musique électronique, qui avaient envie. Et je les remercie parce que c'est cette poignée qui m'a suivi, qui m'ont conforté en me disant mais vas-y, en fait, nous, on t'aime que si tu fais ce que tu aimes, quoi. C'est un cercle vertueux. Et je crois que j'ai dû apprendre à conquérir un nouveau public, à avoir un nouveau public. Et ça s'est pas fait sans perte. Et ouais, à l'époque, moi, je pense qu'ils ont vraiment fait la gueule. Mais tout le monde a fait la gueule. Hein. Je veux dire, on gagnait bien notre vie. Hein. Peut-être au final. Mais l'équipe aussi, les productrices de scène, on sortait d'une tournée. On avait fait 2 jours l'Olympia à guichet fermé où on était en train de penser à faire un zénith, à faire des trucs plus gros et tout. Et moi, j'ai mis un recal, mais de l'espace, quoi. C'est mon plus gros vent que j'ai mis de ma life, c'était celui-là. J'ai dit, mais en fait, je me mens à moi-même. On arrête tout, les gars. On arrête tout. Ouais, parce que ton nom, au final, était devenu une petite entreprise à lui tout seul. Ouais, ça serait un peu présomptueux, mais ça se passait bien, quoi. Ça se passait bien, et moi, je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est tout. Et j'aurais pu. C'est bien de faire ce choix-là, je pense aussi. Ah oui, bien sûr. Tu t'enfonces toi-même intérieurement, quoi. Mais je me suis posé la question de prendre un blaze ou de prendre un allié. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai une petite passion inavouée, c'est que j'adore regarder les crédits des tracks des mecs que j'aime. Ouais. Et je sais pas, pareil. Je prends un exemple au hasard parce que je pense qu'il va pas regarder cette interview. Mais Mopi, tu vois, Mopi, bon, quand tu regardes les crédits et que tu tapes son blaze, c'était un producteur de grosses EDM il y a 5 ans. Ouais. Et il y a beaucoup de producteurs de DM ou de mainstream ou d'autres styles qui se sont mis à faire ce qu'ils aimaient sous d'autres pseudos. Noizu aussi, j'adore le son de Noizu. Bon, il produisait d'autres trucs à l'époque. Night Funk aussi. Tous ces mecs-là, ils faisaient d'autres trucs, tu vois, plus mainstream, qui étaient vraiment plus dans la mouvance EDM. Bon, ils ont changé de blaze, ils ont bien fait et ils l'ont très très bien fait. Moi, j'aurais pu changer de blaze aussi. J'aurais pu me dire, OK, vas-y, on fait table rase. Mais je sais déjà que c'est très difficile. Et puis, j'avais pas envie d'avoir honte. J'avais pas envie d'avoir honte de mon nom. Mon nom, c'est Mosiman et je vais aller au bout avec, quitte à ce que ce soit plus dur. Alors, on a mis 10 ans de plus que tout le monde. Hein. Franchement, c'est une galère. Et puis, là, on fait une interview un peu en profondeur où on reprend un peu tout depuis le début. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, plus personne me parle de la Starac. C'est très rare que dans les interviews, parce que en vrai, les gens qui me parlent tout le temps en interview, c'est des soirées et puis de l'album de Grand Corps Malade. Ça, ça, j'y ai beaucoup le droit. J'imagine que tu as peut-être une question là-dessus. Il y a peut-être un truc qui peut arriver, c'est possible. Mais du coup, on m'en parle plus, quoi. C'est même limite moi. C'est même limite moi qui me fais une thérapie pendant que je fais les interviews, où je regarde l'interview après, je me dis, mais en fait, frérot, je suis un gros teubé. C'est moi qui en parle. Ouais, tu aurais un conseil, du coup, pour les gens qui ont du mal à se cerner artistiquement, pour des jeunes artistes émergents? Tu vois, quelqu'un qui hésite à entre produire, mais dans sa réflexion, il se dit, je vais peut-être faire un peu plus comme ça parce que ça plaît au public. Et au final, il s'éloigne peut-être un petit peu de ses goûts musicaux profonds. Franchement, je vais reprendre le meilleur conseil que j'ai reçu de mon frérot Tony. Hein. Tony Romera, je vous jure que le jour où Tony Romera, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, frérot, arrête de te poser des questions. T'arrêtes, ça sert à rien. Fais. Et donc, moi, je dirais simplement, fais. C'est tout. Fais. Ce qui lui plaît. Ouais. Si tu veux, le lien, c'est l'artiste. Donc, si tu pars de ce constat-là, va avoir un set de... j'arrête avec Laurent Garnier, je veux dire quelqu'un d'autre qui fait ça aussi. Va avoir un set de Étienne de Crécy. Tu vas pas entendre de la tech house pendant 2 heures. Ouais. Tu vas entendre de la minimale, tu vas entendre de la house, tu vas entendre de la garage, tu vas entendre de la UK. Tu vas avoir un peak time qui sera beaucoup plus tech house. Et puis à la fin, le gars est pas à l'abri de te mettre un slow à l'ancienne ou d'un Joris Vorn pour redescendre ou d'un on-off à la CRSD. Enfin, c'est ça la musique électronique, c'est un voyage. Et donc si tu commences à te poser des questions, putain, mais c'est chez vous que j'ai vu ça aussi. C'est chez vous que j'ai vu ça. Qui dit ça? C'est Sébastien Léger qui dit ça chez vous. Il a une interview où il dit maintenant les mômes ils voudraient avoir de la techno que de la techno pendant 2 heures. C'est ça. Et c'est une connerie. C'est une connerie. On veut pas ça. Il a raison. On veut voyager. On veut voyager quoi.
Et je pense que, je sais plus pourquoi on est parti là-dessus, quand l'artiste se pose la question justement, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux le faire? Oublie tout ça, zap. Arrête de penser à ton logo, arrête de penser à faire ton meilleur site internet possible, arrête de dire qu'il faut faire un maximum de contenu sur Instagram, etc., etc. Ouais. Arrête tout ça, c'est une perte de temps. Le seul truc qui t'amènera à tout ça, c'est ta musique. Mais du coup, alors, pour revenir encore à l'inverse de ça, comme tu disais avec cet extrait de Sébastien Léger, c'est vrai, si on a un public en face qui veut rester vraiment pendant 2 heures sur le même truc, comment musicalement on arrive à s'exprimer, à toujours conquérir le public pour le garder pendant 2 heures ou 4 heures ou 6 heures, peu importe. Il y a deux façons de voir les choses. Premier truc, c'est je veux pas de ce public. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas en adéquation. Ça veut dire que le gars a mal fait sa prog ou qu'il y a un problème quelque part. Ça marche pas. Et il y a aussi autre chose. Et là, c'est aussi, faut quand même pas oublier qu'on est là pour faire plaisir aux gens. On est là pour faire danser les gens. Il m'arrive parfois de me retrouver dans des pays où je sens bien, je le vois quand je joue en Chine, je vois bien que les mecs, ils ont un petit peu de mal et que moi, je sais qu'ils vont se prendre une heure ou 2 heures de tech dans la gueule et qu'ils voudraient bien avoir un petit peu de dubstep parce que c'est le mouvement qui est en vogue là-bas et qu'ils veulent ça. J'ai pas l'impression de vendre mon âme au diable. J'ai l'impression de faire mon métier et de me dire, OK, je vais le faire pour vous. Ouais. Mais comme quand je me retrouve dans un club qui est un peu plus mainstream et où tu sens que tu pourrais faire un petit 15 minutes de hip-hop à l'ancienne, moi, ça me fait kiffer. J'adore scratcher, ça me fait plaisir. Je le fais. Je le fais. Et en même temps, si je sais que c'est un club qui m'a booké pour ma musique et que les gens viennent pour moi, évidemment, je vais jamais faire ça. Je suis là pour jouer ma musique et essayer de faire le meilleur voyage possible. Mais il y a un juste milieu à trouver entre on fait notre métier, qui est de divertir les gens et d'accepter finalement que les gens ont envie de ça à ce moment-là. Et aussi, je pense qu'il y a un travail d'éducation de cette nouvelle génération qui est omnibulée par le téléphone et qui a besoin de tout filmer. Et j'ai envie de les encourager à vivre l'instant présent. Ouais. On sublime tout avec la mémoire, on sublime tout avec le cœur. Et je pense qu'on n'a pas besoin de tout filmer tout le temps, on s'en fout. Ça te rendra pas plus populaire, ça te rendra pas... Moi, je rêverais que dans les soirées, on dise « Ok, c'est bon, on met les téléphones de côté, qu'il y ait des casiers. » En Allemagne, il y a ça, dans plein de clubs. Dans plein de clubs, t'arrives, tu fous ton téléphone dans un casier, tu vas te faire kiffer, tu vis des vrais moments. Et j'ai l'impression, quand même, qu'une des dernières musiques qui procure ça, c'est la musique électronique. Je vois les gens, je mets des vidéos en ligne tout le temps de mes sets. On voit qu'il y a toujours 1 ou 2 téléphones, c'est normal. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là. Moi, sur cette vidéo, il y a une meuf qui est derrière moi, là, avec le haut jaune. Elle m'a fait kiffer pendant 2h30. Elle était à donf et elle avait pas besoin de son téléphone, on s'en foutait, quoi. Comment, pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, tu t'es fait ta culture musicale de DJ? Grâce au DJ. Ouais. Franchement, Beatport, ça a été vraiment mon premier site. Bon, il y avait Juno Download à l'époque. Il y avait Disco Parnasse. Je sais pas si... putain, je suis vieux. Oh là, c'est chaud. Il y avait Disco Parnasse. Moi, j'adorais aller sur Disco Parnasse. On pouvait leaker les trucs. Mais c'est vrai que ça a toujours été, je crois, un artiste qui m'a amené à un autre artiste. J'adore écouter les vieux sets, les vieux DJ sets pour essayer de trouver des vieilles références. Je crois que c'est ça. Hein. C'est encore une fois le partage. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, ma culture musicale, bon, elle est principalement électro, tu vois, mais je suis aussi très fan de funk, je suis très fan de soul, de variété française aussi, contemporaine ou pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que pour trouver la pépite, aujourd'hui, j'ai tendance à faire confiance à nos pères. Ouais. Tu vois, j'écoute nos pères. C'est qui Très belle réponse. Les pères à... Mes pères, évidemment, c'est Laurent Garnier, c'est Trent Moller, c'est Peter Gabrielson, c'est Nathan Fake, c'est Oxia, c'est Amé.
c'est vraiment la génération. C'est vraiment quand j'ai commencé à mixer, tu vois, en 2006. Je sais pas quel âge je devais avoir. J'ai 15-16 ans et je me disais, c'est ça que je veux, quoi. C'est cette musique-là. Mais dans les artistes plus contemporains, enfin plus actuels, il y a aussi des monstres. Hein. Tu vois, genre Chris Lake, pour moi, c'est un monstre ultime. Ouais. C'est DJ set, ils me mettent des tartes à chaque fois. Le traitement du son, il est fou. J'ai aussi énormément d'admiration pour David Guetta. Enfin, c'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou. Ce gars, il est incroyable. Tu crois que dans le temps, en fait. C'est incroyable. Tu crois que ça y est, c'est bon, c'est fait. Et le gars, il arrive encore avec un truc. Il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est un peu à la mode en France. On aime bien un peu critiquer David Guetta parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors qu'on devrait être quand même, je veux dire, c'est quand même l'artiste français le plus exporté au monde, quoi. On en parlait récemment. On en parlait entre nous. Moi, c'est un truc genre c'est un peu hype de critiquer Guetta. Ouais. Mais les gars, vous avez rien compris en fait. Il est plus accepté dans les autres pays qu'en France, bien sûr, qui est de chez nous. Bien sûr. Et même les artistes les plus underground aujourd'hui et les plus hype te diront du bien de Guetta. Enfin, on a la chance. Tu vois, Gainsbourg, il est plus là. Il y a des mecs comme ça qui ont créé des choses, qui ont impacté le patrimoine français. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Mais même à l'extrême, Johnny est plus là. Tu vois. Et on a quand même un gars qui est vivant, qui est en activité, qui ouvre une porte aux artistes français incroyables et qui est là, quoi, et qui est encore dans les charts. Mais moi, je suis fasciné par Guetta. Alors pour terminer peut-être tranquillement l'interview, parce qu'on parle. Ah ouais. J'aime bien finir avec des questions courtes, pour le coup, là, ce qu'ils appellent des réponses courtes. Ok. Et la première question que j'ai à te poser, c'est ton conseil pour que je trouve un bon bob. Je suis très fan d'Obey. Je suis très, très fan d'Obey. Écoute, ils sont super, je sais pas quelle tête j'ai là, mais ils sont larges, ils sont super. Obey. Ah, tu m'as dit une réponse courte. Obey. Voilà. Les yeux fermés, Obey. L'instrument que tu préfères jouer en live? Tu nous l'as dit un peu tout. Bah, le piano, ouais. Ouais. Mais t'es chaud, t'es dur. Ouais. Ok, le piano. J'ai vu que tu étais sur Tinder il y a quelques mois, tu y es toujours? Oui, absolument, j'ai découvert ça. Je te cache pas que c'est pas mon truc préféré, mais c'est très gaulerie. En fait, je vais vous dire la vérité, j'ai installé Tinder pour faire plaisir à mes potes qui sont tous en couple, qui sont mariés pour certains, qui ont des gosses, et qui se disent, mais vas-y frérot, c'est quoi en fait? Et donc, je leur file mon tel et ça leur fait plaisir. Et donc, si tu veux, je réalise un peu leur fantasme à travers leurs yeux, étant donné que je suis toujours célibataire. Le message est passé. Merci. Peut-être plus difficile celle-là, rapide, mais qu'est-ce que tu as appris de Grand Corps Malade? La loyauté. Non, j'avais prévu, est-ce que je vous ai un petit peu mitonné pendant l'interview, mais... Est-ce que j'ai mytho? Franchement, non. Hein. Ouais, j'ai été plus carré, que transparent. Je vous ai dit toute la vérité, rien que la vérité. Ok, bah merci. Mais je peux te sortir un mytho si tu veux. Mais... Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on peut... Attends, une question pour qu'il puisse nous dire un mytho. Vas-y, ouais. Putain, c'est dur, tu vois, on est trop sérieux. Du coup, quand il faut dire des conneries, on n'y arrive pas. Un set que t'as détesté? Un set que j'ai détesté? Ouais, j'ai envie de te... Tu vois, d'instinct, j'ai envie de te répondre un truc... Rex Club, c'est pas ouf. Ok, voilà. Comme ça sera sorti du contexte. Ouais, grave, bien sûr. Bon, bah merci beaucoup. Merci les gars, j'ai l'impression qu'on a parlé 10 minutes, je vous dis. Ouais, je crois qu'on a un petit moment, je crois on a commencé il y a à peu près 1 heure, il me semble. Donc. Super, j'ai adoré. Bon, franchement, je vous félicite parce que pour les amateurs de musique électronique, vous faites quelque chose de vraiment cool et vous nous ramenez des super interviews avec des questions pertinentes et on a vraiment... Je l'ai vécu moi en tant qu'artiste, on a vraiment le sentiment d'être écouté et de pouvoir être libre de ce qu'on dit. Et bravo pour tous les... Merci. Bah, merci à toi, c'est gentil. C'est cool. Trop bien. À bientôt. À très vite.